L'image était parfaitement nette. Trop nette. Sur l'écran de contrôle, je la vois. Ma femme. Claire. Elle rit, la tête renversée en arrière, ce rire que je connais par cœur. Mais ce n'est pas à moi qu'elle rit. Un homme est avec elle, la main posée avec une familiarité glaçante dans le creux de son dos. Il longe le couloir d'un hôtel chic de Lyon. Soudain, elle s'arrête devant une alcôve, jette un regard circulaire et, en une fraction de seconde, un vase ancien disparaît dans son sac à main. 4 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour que tout mon monde bascule. Le directeur de l'hôtel, assis en face de moi, a mis la vidéo sur pause. Il m'a proposé un arrangement à l'amiable pour étouffer l'affaire, pour protéger ma famille, pour sauver les apparences. Il pensait me rendre service. Il ne pouvait pas savoir qu'il venait de me donner l'arme parfaite pour orchestrer ma vengeance. Que feriez-vous à ma place? Accepter de payer pour effacer sa faute, ou vous assurer qu'elle paie elle-même, au prix fort? L'appel est arrivé un mardi après-midi, juste au moment où je terminais une réconciliation budgétaire qui traînait sur mon bureau depuis la veille. J'ai failli laisser sonner et basculer sur la messagerie. Monsieur Julien Moreau? La voix était sèche, formelle. Le genre de politesse professionnelle et prudente qui masque généralement une colère contenue. J'ai répondu. C'est moi. Monsieur Moreau, je m'appelle Laurent. Je suis le directeur général de l'hôtel Le Majestic, sur l'avenue Foch. Nous avons une situation qui implique votre véhicule, un Peugeot 5008 gris de 2021, immatriculé. Il a énoncé la plaque. C'était bien la mienne. Notre service de voiturier a enregistré le véhicule samedi dernier. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Je n'étais pas au Majestic samedi. Je n'y avais pas mis les pieds depuis au moins 3 ans, et c'était pour un dîner professionnel dans leur grande salle de réception. C'est ce que je lui ai dit. Oui, a-t-il répondu, et il y avait une certaine prudence dans ce simple mot. Nous sommes conscients que vous n'étiez peut-être pas présent personnellement. Le véhicule était utilisé. La raison de mon appel, et je veux être délicat, c'est qu'un vase antique a été dérobé dans notre couloir et durant cette visite. Une pièce d'Amari du 19e siècle, estimée à environ 3700 €. Nous avons tout sur les enregistrements vidéo. Je suis resté silencieux une seconde, la main posée à plat sur mon bureau. Vous m'appelez pour me dire que quelqu'un a volé un vase et que votre parking a relevé ma plaque d'immatriculation? Ai-je demandé. Je vous appelle pour vous donner l'opportunité de résoudre ce problème avant que nous n'impliquions la police, a-t-il répliqué. C'est une courtoisie que nous accordons en premier lieu au propriétaire officiel du véhicule. Je lui ai dit que j'arrivais dans 20 minutes. Claire et moi étions mariés depuis 6 ans, sans enfants. On en parlait de façon abstraite, comme on le fait quand on cherche encore comment financer l'achat d'une maison. Mais ça n'était jamais devenu un projet concret. Elle était restée à la maison la plupart du temps. Elle avait fait un peu de graphisme en freelance pendant quelques années, puis avait progressivement arrêté. Le sujet de reprendre un travail à plein temps revenait de temps en temps, sans jamais aboutir. Je payais le crédit immobilier, les traites des 2 voitures, les assurances, les courses. Ce n'était pas une plainte. C'était juste la forme de la vie que nous avions construite. Et pendant 6 ans, je n'avais pas eu de raison particulière de la remettre en question. Je pensais à ça sur le trajet de l'hôtel, en reconstituant le tableau d'une vie normale, en essayant de trouver où était l'erreur. Ma plaque, leur registre de voiturier, un vase volé. Ça devait être une sorte de malentendu. Peut-être avaient-ils inversé un chiffre. Peut-être y avait-il un autre 5008 gris avec une plaque assez proche de la mienne pour qu'il y ait eu confusion. J'ai imaginé au moins 4 versions différentes d'une erreur de bonne foi pendant le trajet. Monsieur Laurent m'a accueilli dans le hall. C'était un homme compact et posé, la cinquantaine. Il m'a serré la main et m'a remercié d'être venu si vite. Il m'a conduit dans un petit bureau derrière la réception. Le genre de pièce remplie de paperasse, avec une seule chaise pour les visiteurs et un écran d'ordinateur sur le bureau, tourné vers nous. Je dois vous dire, a-t-il commencé en s'asseyant, que nous avons vérifié la plaque d'immatriculation à 2 reprises. Il n'y a pas d'erreur de transcription. Il a dit ça sans hostilité. Il m'observait comme on observe quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un instant pour encaisser. J'ai hoché la tête. Je lui ai demandé de me montrer la vidéo. Il l'a lancée.
Quoi? L'horodatage indiquait, samedi, 14h14. La caméra du couloir était orientée légèrement vers le bas, avec un angle assez large pour couvrir les deux côtés du passage. L'image était claire, plus nette que ce à quoi je m'attendais pour une vidéosurveillance d'hôtel. Haute définition, bon éclairage, aucun doute possible. Elle est apparue la première dans le champ. Ma femme, Claire, avec un pull gris que je lui avais vu porter des dizaines de fois. Elle riait de quelque chose que l'homme derrière elle venait de dire, se tournant vers lui avec ce rire franc et renversé qui lui est propre. Il était grand, brun, plutôt bel homme d'une manière assez banale. Une main était légèrement posée dans le creux de son dos pendant qu'il marchait. Elle s'est arrêtée devant une alcôve décorative, l'un de ces petits renfoncements que les hôtels utilisent pour décorer les couloirs des fleurs, une œuvre d'art ou, dans ce cas, un petit vase sur un piédestal. Elle a marqué une pause, l'a regardé une seconde, a dit quelque chose à l'homme. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Elle l'a pris, a regardé le fond comme on vérifierait le prix d'un objet dans une brocante, et l'a glissé dans son sac à main. L'opération a duré environ 4 secondes. Ils ont continué à marcher. Il s'est penché et l'a embrassé dans le couloir juste avant qu'il ne tourne au coin. Pas un baiser poli, pas un baiser ambigu. Monsieur Laurent a tendu la main et a mis la vidéo sur pause. J'ai pris conscience du silence pesant dans la pièce. Monsieur Moreau, a-t-il dit. La courtoisie habituelle dans une situation comme celle-ci est de contacter le propriétaire du véhicule et de donner à la famille l'opportunité d'organiser le remboursement de l'objet avant de déposer une plainte. C'est un processus en 2 étapes, la valeur de remplacement du vase et un accord signé. Il a fait une pause. Étant donné ce que vous venez de voir, si vous préférez gérer cela en privé. Non, ai-je coupé. Il a attendu. Déposer plainte, ai-je dit. Pour tous les chefs d'accusation. Ne retenez rien à cause de moi. Il m'a regardé un instant, en train de reconsidérer la situation. Je veux être certain de comprendre votre choix. Vous indiquez que vous ne souhaitez pas intervenir. C'est exact, ai-je répondu. Très bien. Il a pris une note. Je dois vous informer que la valeur de l'objet et le fait que le vol ait été filmé dans un hôtel entraîneront probablement une accusation formelle de vol. Ce ne sera pas une simple affaire civile. Je comprends, ai-je dit. Je suis resté assis une seconde de plus, puis j'ai ajouté. Je vais engager une procédure de divorce. Cela m'aiderait d'avoir une copie de cet enregistrement pour le dossier. Est-ce quelque chose que vous pouvez me fournir? Il m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui garde son sang-froid d'une manière qui semble légèrement déconcertante vu les circonstances. Oui, je pense que nous pouvons faire ça, a-t-il dit. Il a gravé la vidéo sur une clé USB pendant que j'attendais dans le petit bureau. Je l'ai mise dans ma poche et je l'ai remercié pour son temps. Je lui ai serré la main à nouveau. J'ai traversé le hall, je suis sorti sur le parking et je suis resté assis dans mon 5008 un long moment avant de démarrer le moteur. Voici la chose qui me rongeait sur le chemin du retour, Claire m'avait dit que samedi après-midi, elle était chez sa mère. Elle était partie vers midi. Elle avait dit que Françoise voulait de l'aide pour vider un placard. Qu'elle serait de retour pour le dîner. Elle était rentrée vers 18h30. Elle avait préparé des pâtes. Elle m'avait demandé comment s'était passé mon après-midi. Je lui avais parlé d'un podcast que j'avais écouté. Elle m'avait dit que Françoise lui avait donné des tomates de son jardin. Je me suis demandé s'il y avait vraiment eu des tomates ou si elle s'était arrêtée quelque part pour les acheter. Quoi? Je ne suis pas rentré ce mardi soir en faisant tout exploser. Ce n'est probablement pas ce à quoi les gens s'attendent, mais le fait est que je travaille dans la finance d'entreprise. Tout mon métier consiste à ne pas toucher à un dossier tant que l'on ne comprend pas exactement ce que l'on a sous les yeux. Un enregistrement vidéo, un moment de certitude. C'était suffisant pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. Ce n'était pas assez pour savoir à quel point, ni depuis combien de temps, ni s'il restait quoi que ce soit de solide sous ce que je croyais savoir. Alors, je suis rentré à la maison. J'ai préparé le dîner. J'étais silencieux, mais je le suis parfois. Et Claire n'a semblé rien remarquer d'anormal. Au cours des 2 jours suivants, j'ai consulté l'historique de localisation de son téléphone. Elle avait partagé sa position avec moi au début de notre relation. C'est le genre de choses que les couples font, et je ne pense pas qu'elle ait jamais pensé à vérifier si c'était toujours activé.
la plupart des localisations étaient tout à fait normales, le supermarché, la salle de sport où elle allait parfois, un café qu'elle aimait près de la bibliothèque. Mais les points localisés sous Maison Maman, l'adresse de Françoise. J'ai vérifié les 90 derniers jours. 3 mois, 0 visite. Pas une seule fois. Elle avait mentionné Françoise peut-être 6 ou 7 fois pendant cette période pour déposer quelque chose, aider au jardin, passer l'après-midi. À chaque fois, j'avais hoché la tête sans y penser. Pourquoi l'aurais-je fait? J'ai laissé passer une journée avant d'appeler Françoise directement. J'ai gardé un ton léger, comme on le fait quand on teste quelque chose sans vouloir l'effrayer. J'ai dit que je pensais lui faire livrer des fleurs et que je voulais juste confirmer qu'elle habitait toujours à la même adresse. Elle a ri et a dit qu'elle n'avait pas déménagé depuis 22 ans. Nous avons discuté quelques minutes. J'ai mentionné nonchalamment que Claire m'avait dit qu'elle avait passé pas mal de temps chez elle dernièrement. Françoise a marqué une pause. Oh, j'aimerais bien. Je la vois à peine ces jours-ci. On n'arrête pas de se dire qu'on devrait dîner ensemble, mais il y a toujours quelque chose qui l'en empêche, a-t-elle répondu. Tu sais comment elle est. Oui, je sais, ai-je dit. Je l'ai remercié, lui ai souhaité une bonne journée et j'ai raccroché. Je suis resté assis dans ma voiture, dans le parking de mon entreprise, à regarder mon volant. Donc, pas un simple dérapage, pas un mauvais week-end qui aurait mal tourné et qui était déjà terminé. Un schéma soutenu, sur 3 mois au minimum, construit sur une série de mensonges qui l'obligeaient à maintenir une histoire parallèle à propos de sa propre mère. Une femme qui n'avait aucune idée qu'elle servait de couverture. Je n'ai pas appelé Claire. Je ne suis pas rentré en colère. Je suis remonté à mon bureau et j'ai terminé ma journée de travail. Mais j'en avais fini d'attendre que la vérité vienne à moi d'elle-même. Je voulais le voir se produire. Je voulais quelque chose que je verrais en temps réel, pas des images d'un couloir d'hôtel. Quelque chose qui soit indiscutablement actuel et qui m'appartienne. Quoi? Quelques nuits plus tard, il m'est venu à l'esprit que Monsieur Laurent m'avait retrouvé grâce à une recherche de plaque d'immatriculation, une voiture sur un parking, un numéro de plaque, un propriétaire enregistré. C'est tout ce qu'il fallait pour localiser quelqu'un. J'y ai pensé un moment. J'ai commandé un petit traceur GPS en ligne. Support magnétique, boîtier étanche, batterie correcte. Ce n'était pas un équipement compliqué. Il est arrivé en 2 jours. Je l'ai placé sous le pare-chocs arrière de la Clio de Claire un jeudi matin, pendant qu'elle dormait encore, avant de partir au travail. 60 secondes à genoux dans l'allée. J'ai vérifié l'application sur mon téléphone pour confirmer que le signal était actif, puis je suis parti travailler. Pendant les 3 premiers jours, le traceur était ennuyeux. Supermarché, salle de sport, une zone commerciale qu'elle aimait près de chez nous. Les déplacements de Claire ressemblaient exactement à ceux d'une femme qui passait le plus clair de son temps à la maison et faisait des courses. Je n'étais pas pressé. Je voulais un schéma, pas un simple incident. Le problème, quand on agit sur la base d'une seule information, c'est qu'elle peut toujours être justifiée par l'autre et, plus dangereusement, par soi-même. J'avais besoin de voir le rythme de ces mensonges avant d'agir. J'ai aussi profité de cette semaine pour rassembler quelques documents, relevés de comptes, les papiers du crédit immobilier, un tableau Excel de nos actifs communs. Mon travail, c'est littéralement la planification financière, et je comprends mieux que la plupart des gens ce qu'un divorce peut faire à un bilan si on s'y lance sans préparation. Nous avions une certaine plus-value sur la maison. Nous avions des comptes joints que je devais faire attention à ne pas toucher trop tôt. Je n'allais pas compromettre ma position juridique en agissant sous le coup de l'émotion avant que le dossier ne soit solide. Je pouvais aussi, si nécessaire, quitter le travail à l'improviste. J'avais ce genre de flexibilité. Le poste offre de l'autonomie, à défaut de tranquillité d'esprit. J'ai gardé ça en tête. Au milieu de la 2e semaine, le schéma est apparu. Les mardis et jeudis après-midi, entre midi et 16h, la voiture se déplaçait vers un endroit qu'elle n'avait jamais mentionné. Un nouveau quartier mêlant commerce et résidence au nord de la ville, à environ 6 km de la zone où elle se déplaçait habituellement. Il y avait un centre commercial, quelques restaurants et un complexe résidentiel. Le jeudi, elle était de retour dans son périmètre habituel vers 17h. Le mardi de la semaine suivante, j'ai de nouveau regardé le point se déplacer dans la même direction, juste après midi. J'ai attendu environ 15 minutes.
Puis j'ai dit à mon assistante que j'avais une affaire personnelle à régler, j'ai pris ma veste et mon téléphone, et je suis descendu au parking. Quoi? J'y suis arrivé en 20 minutes. Le traceur indiquait que sa voiture était sur le parking principal du complexe. Il ne m'a fallu que 2 passages pour trouver la Clio de Claire, garée près du fond du parking, loin du passage principal, près d'une rangée de haies. Malin, ai-je pensé, d'une manière sinistre. Elle avait choisi un endroit peu visible. J'ai garé mon 5008 sur une place de la rangée voisine avec une vue dégagée, et j'ai attendu. J'ai coupé le moteur. J'avais mon téléphone à la main. Je n'avais pas de plan plus sophistiqué que attendre et voir. Je saurais quoi faire le moment venu. Je suis resté assis pendant un peu moins d'1 heure. J'ai regardé les gens entrer et sortir du centre commercial. J'ai vu une femme charger des sacs dans son coffre. Un homme promenait son chien en périphérie. Un mardi après-midi normal. J'étais assis dans ma voiture, à observer l'endroit où la voiture de Claire était garée, et je contrôlais ma respiration. Ils sont sortis de l'entrée du complexe résidentiel au bord du parking. Côte à côte, très proche, elle riant de quelque chose, le même rire que j'avais vu sur la vidéo de l'hôtel, la tête penchée en arrière. Il avait son bras autour de ses épaules, elle se blottissait contre lui, et il y avait cette aisance physique désinvolte de 2 personnes qui faisaient ça depuis un moment. Je suis sorti de la voiture. J'ai gardé un pas normal. J'ai contourné la rangée de voitures par leur droite, ce qui signifie qu'ils ne m'ont pas vu avant que je ne sois à environ 5 mètres d'eux. Claire m'a vu la première. J'ai vu le rire quitter son visage, pas lentement, mais d'un coup, comme une lumière qu'on éteint. Le type Thomas, j'ai appris son nom plus tard, bien que dans ma tête à ce moment-là, il était juste l'homme qui touchait ma femme, a vu sa réaction et a levé les yeux. Il faisait à peu près ma taille, un peu plus mince, et il a eu une demi-seconde de pure confusion sur le visage avant que quelque chose d'autre ne prenne le dessus. Je n'ai encore rien dit. J'ai tendu le bras, l'ai dépassé et j'ai ouvert la portière passager de la Clio de Claire. J'ai levé mon téléphone, avec la caméra en marche. La lumière intérieure s'est allumée. J'ai revécu cette scène plusieurs fois depuis, en reconstituant les morceaux, et ce que je peux dire, c'est qu'il était évident, vu l'état de la voiture, la façon dont les vêtements étaient disposés, l'angle du siège incliné, qu'il n'avait, en fait, pas été dans le centre commercial. Julien. A commencé Claire. Attends, ai-je dit. J'ai continué à filmer pendant quelques secondes de plus, pour être sûr d'avoir assez de preuves, puis j'ai rangé le téléphone. Ensuite, j'ai regardé Thomas. Elle est mariée? Lui ai-je demandé, comme si je ne le savais pas, comme si j'étais curieux. Il a ouvert la bouche. Je l'ai frappé. Je veux être honnête à ce sujet, car j'y ai suffisamment repensé depuis pour ne pas voir l'intérêt d'enjoliver les choses. Le premier coup l'a atteint en plein dans la bouche. Pas un crochet de cinéma, rien de spectaculaire, juste un direct du droit qui attendait derrière mon sternum depuis environ 3 semaines. Sa tête a basculé en arrière, il a fait 2 pas de côté et a heurté la portière de la voiture avec son épaule. Il a mis sa main devant son visage. Et, oh, attendez! A-t-il dit. Je l'ai frappé à nouveau, du côté gauche cette fois, plus bas, dans les côtes. Il a émis un son que je ne saurais décrire et s'est affaissé contre la voiture. Il n'a pas riposté. Il a levé les 2 bras. Ok, a-t-il dit. Sa voix était à bout de souffle. Ok. J'ai reculé. Mon cœur battait à 140. Mes mains tremblaient d'une manière dont j'étais conscient mais que je ne sentais pas. Claire prononçait mon nom. Elle était plaquée contre la voiture, les mains sur la bouche. Elle ne venait pas vers moi. Elle n'allait pas non plus vers lui. Je l'ai regardé une seconde. Prends ton sac, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Elle a pris son sac dans la voiture. J'ai tendu la main. Les clés. Julien. A-t-elle recommencé? Claire, les clés, ai-je répété. Elle les a mises dans ma main. Thomas se relevait lentement, une main appuyée sur la voiture, faisant jouer sa mâchoire. Il me regardait comme on regarde quelque chose qu'on a mal calculé. Sa bouche saignait un peu, pas beaucoup, mais assez pour marquer le coup. Roméo, ai-je dit, et je le pensais de la manière la plus sèche possible. Tu devrais probablement te commander un VTC.
J'ai mis les clés de Claire dans ma poche et je suis retourné à ma voiture. Je ne me suis pas retourné. Je me suis assis sur le siège conducteur, j'ai posé les deux mains sur le volant, et je suis resté là pendant environ 30 secondes, tandis que quelque chose se détendait dans ma poitrine, quelque chose qui était tendu depuis 3 semaines. Pas de la satisfaction, pas exactement. Plutôt comme un circuit qui se ferme. J'ai quitté le parking et je suis rentré chez moi. Quoi? Il y a un serrurier dans notre quartier qui reçoit sans rendez-vous. Je l'avais déjà sollicité 2 fois, une fois quand nous avons acheté la maison, et une autre fois quand j'ai perdu mes clés lors d'une conférence. Il se souvenait de moi. Il a envoyé quelqu'un à la maison en moins d'1 heure. Nouveau cylindre et nouvelle serrure. 2 nouvelles clés taillées. J'ai gardé les 2. Je me suis fait un café. Je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai parcouru certains des documents sur nos biens que j'avais déjà rassemblés, mettant à jour quelques chiffres, notant ce qui devait aller à mon avocat le lendemain matin. Elle est arrivée vers 18 heures. J'ai entendu la clé dans la serrure, puis de nouveau la clé, puis une pause, puis des coups à la porte. Je n'ai pas bougé. Julien. Elle a frappé à nouveau, plus fort. Julien, je sais que tu es là. Ta voiture est dans l'allée. S'il te plaît, ouvre la porte. Je suis allé jusqu'à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Julien, s'il te plaît. Je sais ce que tu dois penser, a-t-elle dit. Tu devrais t'arrêter là, ai-je répondu. Ma voix est sortie plus plate que je ne l'imaginais. Je vais te dire certaines choses, et je veux que tu te contentes d'écouter. Un silence, puis. D'accord, a-t-elle dit doucement. J'ai déjà déposé les premiers papiers chez mon avocat. La maison me revient. Nous savons tous les deux quels revenus l'ont payé. J'ai les documents qui le prouvent. J'ai fait une pause. L'enregistrement de l'hôtel est déjà en ma possession, et il sera versé au dossier de divorce. Ce que tu ne sais pas encore, c'est que l'hôtel a porté plainte pour le vase. Aucun son de l'autre côté de la porte. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait, ai-je continué. C'est quelque chose que tu as fait. Je n'ai juste rien fait pour l'empêcher. Il y a un mandat d'arrêt contre toi. J'imagine qu'il te rattrapera d'ici 1 jour ou 2. Julien, le vase? C'était tellement stupide. Je n'étais pas. Je peux expliquer, a-t-elle dit, la voix brisée. Tu ne peux vraiment pas, ai-je répliqué. Va chez ta mère. Appelle un avocat. Elle n'est pas au courant, a-t-elle commencé. Je sais qu'elle n'est pas au courant. Ce n'est plus mon problème. Je me suis éloigné de la porte. Ne reviens pas ici, Claire. Je l'ai entendu respirer de l'autre côté de la porte un long moment. Puis le bruit de ses pas qui reculaient, ses talons sur le perron, puis plus rien. 6 heures plus tôt, elle s'était approchée de cette porte en supposant que je dormais encore dans l'obscurité qu'elle avait construite autour de moi. Elle en repartait avec rien d'autre que son sac à main, sans clé de voiture, et nulle part où aller, sauf le seul endroit sur lequel elle mentait depuis 3 mois. J'ai vidé le reste de mon café et je suis allé me coucher. J'ai mis du temps à m'endormir, mais c'était plus lié à mes mains qui n'étaient pas encore tout à fait stables qu'à un quelconque regret. Quoi? J'ai reçu un appel de Françoise le lendemain matin à 9h40. J'étais à mon bureau quand le téléphone a sonné. J'ai failli ne pas répondre à celui-là non plus, mais je l'ai fait. Julien. Sa voix était celle d'une femme qui avait passé une nuit blanche. Je ne sais pas vraiment pourquoi je t'appelle. Je suppose que je voulais entendre. Je ne sais pas ce que je voulais, a-t-elle dit. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle se retrouve au milieu de tout ça. Elle a dit que Claire s'était présentée à sa porte vers 20h la veille, ce à quoi je m'attendais. Elle a dit qu'elle l'avait laissé entrer, que Claire lui avait raconté une certaine version des faits. Elle n'a pas précisé quelle version, et je n'ai pas demandé. Elles étaient restées à parler tard. Et puis, vers 22h30, 2 policiers ont frappé à la porte. Le mandat concernait le vol à l'hôtel. Ils l'avaient signifié à l'adresse de Françoise parce que c'était l'adresse que Claire avait donnée comme résidence principale, apparemment depuis des années, ce que j'ignorais. Les policiers avaient été polis, a dit Françoise, de la manière dont la police essaie de l'être quand elle arrête quelqu'un devant sa mère. Françoise avait payé la caution.
Il s'est avéré qu'elle avait aussi déjà appelé l'hôtel et s'était arrangée pour payer le coût de remplacement du vase, car c'est le genre de femme qui règle les choses immédiatement, même quand elle est anéantie. Je lui ai dit qu'elle ne pouvait pas revenir ici, a dit Françoise. Je le lui ai dit, Julien. Je lui ai dit que je ne savais pas qui elle était en ce moment. Sa voix était stable, de cette manière prudente qui signifie que cela lui coûte de la maintenir ainsi. Elle m'a dit que tu savais pour l'autre homme. Elle m'a dit que tu le savais depuis quelques semaines et que tu ne me l'avais pas dit. Je l'ai découvert il y a environ 3 semaines, ai-je répondu. Je voulais comprendre à quoi j'avais affaire avant de faire quoi que ce soit. C'est tout à fait toi, ça, a-t-elle dit, et je ne savais pas vraiment comment l'interpréter. Elle est restée silencieuse un moment. Je suis désolé, Julien. Je suis désolé qu'elle ait fait ça, a-t-elle ajouté. Je lui ai dit que ce n'était pas à elle de s'excuser. Elle m'a remercié de le dire, qu'elle le croie ou non, et nous avons raccroché. Je suis resté assis 1 minute. Claire s'était réfugiée dans le seul havre de paix qui lui restait et avait réussi à le réduire en cendres avant le lever du jour, ce que je n'avais pas orchestré. Les accusations étaient réelles. Le mandat était réel. L'adresse était celle de Claire. J'ai simplement refusé d'interférer avec les conséquences qu'elle avait elle-même déclenchées. Je suis retourné au tableur sur lequel je travaillais. L'avocat attendait les documents pour la fin de la journée. Quoi ? Le divorce a été plus rapide que ce que les gens imaginent probablement quand je le décris. C'est en partie grâce à un bon avocat. En partie parce que j'étais préparé. Je suis arrivé avec une analyse détaillée de nos biens, un historique de crédit immobilier clair à mon nom, et 2 enregistrements vidéo distincts, chacun ayant un rôle différent. La vidéo de l'hôtel établissait la liaison de manière flagrante. Un hôtel, un homme, un baiser dans un couloir, filmé. Il n'y a pas beaucoup de marge d'interprétation. L'avocat de Claire a essayé quelques angles d'attaque, mais l'enregistrement était net, horodaté et corroboré par la plainte de l'hôtel, qui était déjà un document officiel. La vidéo du parking établissait la répétition et la durée. Une seule infidélité peut parfois être minimisée pour obtenir un partage plus favorable. Une relation suivie et documentée, enregistrée indépendamment de l'incident de l'hôtel, c'est une autre histoire. Mon avocat s'en est servi pour établir que ce n'était pas une aberration. C'était une double vie menée sur une période où Claire était, sur le papier, une épouse à charge, vivant sur les revenus d'un foyer que je finançais seul. Cela a redéfini un certain nombre de choses. La maison m'est revenue. La plus-value m'a été attribuée. Les comptes joints ont été partagés selon des termes qui reflétaient la disparité de revenus que j'avais documentés. Elle n'avait pas contribué financièrement pendant 6 ans, et les documents le prouvaient assez clairement pour qu'il n'y ait pas grand-chose à discuter. Je ne vais pas dire que je m'en suis sorti indemne. Un divorce coûte de l'argent, quoi qu'il arrive. Et il n'y a aucun mécanisme juridique pour compenser le temps, la confiance et ce sentiment nauséeux particulier que l'on éprouve en regardant sa femme rire aux blagues d'un autre homme sur une vidéo de surveillance. Mais je suis reparti avec tout ce qui pouvait être quantifié dans ma colonne, et c'était déjà quelque chose. L'accusation de vol a suivi son propre cours, séparément du divorce. Claire a plaidé coupable. Le casier judiciaire est resté. Environ 3 semaines après la finalisation des papiers, j'ai appris par une connaissance commune un type que nous connaissions tous les deux depuis un moment et que Thomas avait quitté la ville, qu'il était parti s'installer dans le Nord, apparemment. Il avait pris un poste quelque part sans dire à grand monde où il allait. J'y ai pensé une seconde, puis j'ai pensé à autre chose. Je n'ai pas trouvé ça satisfaisant, pas vraiment. C'était plutôt comme apprendre qu'un problème s'était résolu de lui-même, comme certaines choses le font quand on rend l'alternative suffisamment désagréable. J'ai signé la dernière série de documents un jeudi après-midi dans la salle de réunion de mon avocat. Des papiers administratifs, assez ennuyeux à ce stade. J'ai signé là où les onglets l'indiquaient, paraphé les pages secondaires et tout daté correctement, car c'est le genre de choses pour laquelle on peut compter sur moi. Je suis sorti sur le parking et je me suis assis dans ma voiture. La version courte de ces 6 années est la suivante, j'ai payé pour une vie qui servait aussi de couverture à quelqu'un d'autre. Je ne le savais pas. J'ai fait confiance sans vérifier, parce que cela semblait être la chose raisonnable à faire. Il s'est avéré que j'avais tort. La version un peu plus longue est que, lorsque je l'ai découvert, je n'ai pas paniqué. J'ai documenté les faits, dans l'ordre.
Je me suis assuré que ma position était solide avant d'agir. J'ai laissé les conséquences qu'elle avait déjà mises en mouvement suivre leur cours, sans interférence. Et je me suis assuré d'avoir les enregistrements. 2 vidéos, un seul verdict. J'ai passé la première et j'ai démarré.